Il me dit: Ce qu'il vous faudrait, c'est un software crafter». Je cherche le truc Mmh. et je commence à me dire: «Waouh, mais en fait, il y a tout un pendant du métier de développeur qui s'ouvre à moi». À cette époque-là, encore dans ma tête, une base de données, c'est un truc magique. Presque ça marche sur du hardware magique. À la fin, ce qui reste, c'est, fais du code lisible, fais du code maintenable, en fait, et c'est ça qui doit guider, je pense, toute ta carrière. Your attention, please. Qu'est-ce qui fait un bon développeur? Pas les compétences techniques. Enfin, pas seulement les compétences techniques. Un bon développeur ou une bonne développeuse, c'est quelqu'un qui a une compréhension globale de son métier et de l'écosystème dans lequel il gravite, une vision produit et des compétences humaines, tout ça pour lui permettre de faire des choix éclairés au quotidien et de se sentir bien là où il ou elle est. Moi, c'est Donatien, je suis développeur web, et comme vous, je cherche des récits, des retours d'expérience inspirants qui feront de nous des développeurs éclairés. Dans Développeur Expérience, je vous emmène donc à la rencontre de développeurs expérimentés et autres leaders de la tech pour qu'ils nous partagent leur histoire, leurs expériences, leurs apprentissages, les bons et moins bons moments sur leur parcours pour nous permettre de monter plus vite en compétences et nous aider à construire notre propre vision. Computer technology. Tu m'as dit que tu avais eu un rôle qui était très complet et qui était même finalement un peu multi-rôle. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as appris exactement durant ces années chez Yuzo? Bah, donc chez Yuzo, pour remettre le contexte, donc moi j'arrive, ouais, peut-être pour expliquer du coup déjà ce que faisait Yuzo. À la base, Yuzo, c'est Marcel, donc c'est un transporteur VTC, donc comme, Uber, en gros, et il se lance 1 an après que Uber se lance à Paris. Et du coup, moi, quand je rejoins ce truc-là, le transport VTC, aller à l'encontre de Uber, j'y croyais pas trop, tu vois? Même s'il y avait un modèle différent, je me suis dit: «Franchement, ça va être compliqué». Par contre, il y a une volonté que je trouvais cool, qui s'avère être un marché difficile aussi, mais qui est de dire: «En fait, la techno qu'on a développée pour Marcel», donc la techno qu'on a développée pour Marcel, c'est compliqué. C'est, un back office de gestion, de suivi des courses, et cetera, des applis mobiles pour les clients, des applis mobiles pour les chauffeurs et tout ça qui se parle, tu vois? Donc c'est quand même une grosse machinerie, c'est pas simple, hein. Tout ça en temps réel, et l'idée, c'est de se dire: «OK, en fait, des transporteurs, il y en a plein». C'est-à-dire qu'en fait, nous, on voit Uber, tu vois? Mais en fait, quand tu regardes aujourd'hui, il y a Uber, il y a Bolt, il y avait enfin, il y a Marcel, Le Cap, enfin, il y en a plein, et puis il y a des taxis, et les taxis, en fait, il y a des groupements de taxis et cetera. Donc nous, l'objectif, c'est de dire: «OK, en fait, on va faire une solution marque blanche que tout le monde pourra utiliser», et ça, j'y crois, tu vois? Ça, je me dis: «C'est cool, ça, c'est un angle différent». Si tu veux, entre guillemets, «contrer l'hégémonie» d'un Uber, je trouve que c'est une bonne approche différente un petit peu, tu vois? Voilà, fournir les mêmes outils à n'importe qui. Donc ça, je rejoins, c'est hyper cool, et moi, j'arrive, en fait, j'ai, pas fait de développement web depuis, 7-8 ans, tu vois? J'ai pas fait d'application web. Donc en fait, le premier truc que j'apprends déjà, c'est, bon, j'apprends Ruby on Rails, j'apprends à faire du web, je déploie une appli sur Heroku, tu vois? Mais tout ça est complètement magique. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, encore dans ma tête, pour te dire les comment dire? Les croyances que j'ai, c'est, une base de données, j'arrive pas à comprendre que c'est juste un logiciel spécialisé. Une base de données, c'est un truc magique. Presque ça marche sur du hardware magique pour moi, tu vois? Et ouais, c'est vraiment ça, tu vois? J'ai vraiment ces trucs-là, donc je ne sais pas comment fonctionne une requête HTTP. Tu vois? C'est pas clair dans ma tête. Je dois monitorer une prod, j'ai aucune idée de ce que je regarde, tu vois? Je sais pas, bah, qu'est-ce que c'est la latence, en fait, j'en sais rien. Donc je pars de ça pour 5 ans plus tard, en fait, être capable de faire des astreintes, avoir quelqu'un qui m'appelle et qui me dit: «OK, en fait, il y a plus de courses qui passent». Donc tu vois, c'est le seul indicateur que tu as, tu vois? Quelqu'un qui dit: «Il y a plus de courses qui passent». Bah, toi, tu allumes ton ordi, tu vas, sur, comment ça s'appelle? CloudWatch, tu as, New Relic ou Datadog, un truc comme ça, tu regardes tout ça, et en quelques minutes, tu vois, tu as trouvé le problème, quoi, Mmh. et donc des compétences. Donc ça, je suis allé vraiment à la fin du spectre. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé à 0 en dev, 0 en infra, 0 en ce que tu veux, à, pas un expert, mais en tout cas être capable de vraiment gérer une prod qui, tourne en temps réel, avec, des gens qui sont derrière et qui gueulent. Donc tu as aussi une gestion du stress qui est importante à gérer, et au milieu de tout ça, avant cette partie infra, il y a, tu en as parlé un petit peu, il y a la partie, apprendre à développer bonnes pratiques, tu vois? Et donc ça, ce qui se passe, qui est un petit peu, comment dire? Enfin, circonstanciel. C'est-à-dire que moi, j'aurais pu me retrouver dans une équipe, tu vois, dev lambda. En fait, je me retrouve pas dev lambda. C'est, en fait, je connais Béchir, qui est le CTO. Moi, je suis quelqu'un d'expérimenté en termes de pas de
pas forcément de la tech qu'on voulait, mais De carrière, de quoi. carrière, Mmh. exactement. Et donc, il me prend un peu comme son bras droit, si tu veux. Donc ça veut dire qu'il me donne plein d'infos, il me fait confiance sur plein de trucs, il me donne de l'autonomie, et cetera. Donc je progresse vite et on se retrouve notamment, du coup, avec des audits techniques, par exemple. Et donc les audits techniques, ce qui est intéressant, c'est que tu te retrouves au contact de consultants qui, eux, ils connaissent, le SaaS, ils connaissent, les bonnes pratiques, ils savent tout ça. Donc on se retrouve avec, à se faire auditer, par Octo, tu vois? Qui est une boîte de consulting que en tout cas, moi, j'ai rencontré que des gens brillants là-bas, donc c'est vraiment, je conseille. Sans j'ai Voilà, j'ai pas d'affiliation, rien du tout, mais en tout cas, j'ai une très bonne expérience Mmh. avec eux. Et donc on se retrouve à se faire auditer par cette équipe, à la fois sur la partie produit et la partie tech. Et nous, à l'époque, on a une architecture déjà compliquée. Alors que bon, on a des gens brillants, tu vois? Mais, c'est pas simple, hein, une architecture microservice. Quand tu as une équipe de même pas 10 personnes, avec du temps réel et tout, même si peut-être on n'avait pas le choix pour plein de choses, compliqué, tu vois? Et donc ils viennent auditer tout ça et en fait, ils font un constat, heu, qui me qui est tu vois? Je me dis: «Mais non, c'est une évidence maintenant», mais à l'époque, moi, il me dit: Ici Donatien, je fais une brève interruption dans votre écoute pour vous communiquer une info importante. Ce que vous écoutez actuellement est un extrait de la conversation complète que j'ai eue avec mon invité. Ici, on parle d'un sujet précis, tandis que dans la version intégrale, on parle aussi du parcours de mon invité, des défis rencontrés au moment clé de sa carrière, des compétences impliquées et surtout des apprentissages avec lesquels vous aussi, vous pouvez repartir. Je sais que vous mourrez d'envie d'en savoir plus, alors retenez la date, l'épisode complet sort la semaine prochaine. Voilà, maintenant vous savez tout, je vous retiens pas plus longtemps, bonne fin d'écoute. Et à la semaine prochaine! Ils me disent: ils regardent notre architecture, on leur présente les microservices et tout. Ils me disent: «Ah», plein de discussions techniques, mais à la fin, ils nous disent un truc, ils me disent: «Il vous faut un ce qu'il vous faudrait, c'est un software crafter», tu vois? Ouais, il faudrait que vous regardiez le software craftsmanship, mais il me dit: «Il faudrait que vous embauchiez un software crafter». Je me dis: «C'est quoi un software crafter?» J'ai jamais entendu parler et tout. Et là, tu sais, c'est le fameux, je sais pas comment on dit en français, mais c'est le rabbit hole en anglais, tu vois? C'est genre, je cherche le truc Mmh. et je commence à me dire: «Waouh, mais en fait, il y a tout un pendant du métier de développeur qui s'ouvre à moi». C'est-à-dire qu'avant ça, on développe, on fait des trucs qui marchent. On est ce truc d'ingénieur, tu sais, l'ingénieur, c'est, je vais exagérer encore, mais l'ingénieur, c'est plus c'est compliqué, plus tu es balèze, en fait. Ton algo, personne ne le comprend, ton code, il est hyper court, tu es super balèze, tu vois? Ouais. Et je me rappelle cette espèce de concours un peu machiste là, tu vois? Où tu es là, tu fais le truc: «Ah regarde, j'ai fait en 3 lignes de code, personne ne comprend rien à ce que je fais et tout». Et en fait, moi, ça m'a toujours mis mal à l'aise parce que moi, personnellement, je pense qu'intellectuellement, tu vois, je comprends, mais faut m'expliquer longtemps. Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps, tu vois? Donc en fait, quand ces trucs-là, ça me dérange, en fait, je ne comprends pas. Je mets longtemps à me creuser la tête et puis je trouve pas ça, donc il y a un truc au fond de moi déjà qui me titillait à l'époque, mais je ne me rendais pas compte. Et donc je suis dans ce système de valeurs où pour faire bien, faut faire, court et compliqué, tu vois? Et tout d'un coup, je suis là en train de lire, je sais pas, Uncle Bob, tu vois? Clean Code et ce genre de trucs. Et donc j'ai une bibliographie monstrueuse parce que j'adore lire, tu vois? Donc je lis, moi, c'est comme ça que j'apprends, c'est beaucoup des livres techniques. Et donc j'en lis plein. Et donc là, ouais, donc je mets en place, une bien meilleure CI, avec, du, mmh, des un, des jeux de tests, en fait, qui étaient tout d'un coup beaucoup mieux pensés, tu vois? C'était pas juste des tests, c'était des tests lisibles, maintables, et cetera. Et donc je passe 2 années à essayer de transformer toute l'équipe vers cet état d'esprit, tu vois? À essayer d'infuser ce truc-là que moi, en même temps, je découvre en marchant, donc je suis pas du tout expert, tu vois? Donc je galère un peu, je doute beaucoup, mais voilà. Et donc j'apprends tout ça, heu et ça, c'est mon histoire est une histoire de déclic, tu vois? Encore grâce à un déclic, en fait, simple de quelqu'un qui m'a pointé dans la bonne direction, et c'était la méthode pour moi, tu vois? Je pense que ce qu'on retiendra peut-être du podcast, c'est que c'est pas la méthode pour tout le monde. Il y a des gens, ils ont besoin de formation. Moi, j'avais besoin de ces déclics-là. Et donc j'apprends ça chez Yousso grâce à ces 2 semaines de Mmh. consulting, en fait, d'une équipe Octo, quoi. OK. Sur, c'est quoi sur cet aspect vraiment, craftsmanship, clean code et cetera, c'est quoi les déclics que ça génère en toi, et particulièrement les apprentissages que tu as à ce moment-là et que tu gardes encore aujourd'hui? Alors c'est pas évident. Je pense que déjà, enfin le sur le coup, déjà, il y a une autre façon de faire du logiciel. C'est-à-dire que, tu vois, il y a peut-être un déclic, c'est il y a une façon de faire du logiciel qui est plus, je dirais, inclusive. C'est-à-dire qu'en fait, je me rends compte
à quel point faut écrire, c'est bête, hein, mais faut écrire du code pour les autres, en fait. Faut écrire du code pour les autres et là, avant ça, tu écris du code pour que ça marche. Tu écris du code pour la machine et donc écrire du code pour les autres, c'est aussi écrire du code pour toi, en fait. C'est juste que tu l'oublies, mais toi, dans, 6 mois, c'est pareil qu'écrire du code pour les autres. Même des fois, toi, dans 2 semaines, en fait, Ouais, c'est c'est pareil, clair. tu vois? Donc je pense que c'est un peu ce déclic-là où je me dis tout d'un coup: «Mais bien sûr, il y a une joie intellectuelle à développer, mais le développement, c'est surtout un travail d'équipe». Moi, je suis un ancien, sportif, de sport collectif. J'ai fait du handball beaucoup dans ma jeunesse et ça tout ça, ça résonne pas mal en moi. C'est-à-dire, en fait, ouais, c'est un sport collectif, il faut penser aux autres quand tu écris du code. Ce n'est pas juste faire marcher. Donc il faut penser aux produits, il faut penser au business, mais il faut penser aux autres. Donc je pense que ça, c'est un des principaux trucs que je retiens et que je re et qui est même un résumé de presque, tu vois, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai pu lire sur, je sais pas, bah, oui, le DDD, le TDD, toutes ces pratiques-là où, tu vois, on s'écharpe un peu souvent. En fait, à la fin, ce qui reste, c'est, fais du code lisible, fais du code maintenable, en fait et c'est ça qui doit guider, je pense, toute ta carrière. Se poser ces questions, est-ce que les autres comprennent? Pourquoi ils comprennent pas? Et comment je fais pour que ça soit compréhensible par tout le monde, tu vois? Et c'est ça qui doit guider un peu parce que tout le reste, c'est des pratiques autour de ça, mais qui restent des pratiques, qui sont pas des boussoles, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, faire du TDD te dit pas que tu as fait du bon code, en fait. Oui, tu as fait du TDD, tu peux quand même faire du ça peut t'aider, ça te simplifie, mais ça peut quand même te faire du code que personne ne comprend, tu vois? Donc donc je pense que c'est un peu de nouveau, je l'ai pas rationnellement à ce moment-là, mais quand je le regarde a posteriori, c'est ça, je me rends compte à ce moment-là, tu vois? Tout d'un coup, sport d'équipe, travaillons ensemble, comment on fait pour que tout le monde puisse contribuer plus facilement? Et tu as une notion derrière aussi qui, je pense, est hyper, bénéfique, c'est cette espèce de résilience d'équipe. C'est-à-dire que moi, ce que je vois à cette époque-là, c'est que comme tout le monde fait son code compliqué, il y a une barrière à l'entrée dès que tu es donc on est sur du microservice. Tu es sur le microservice de quelqu'un d'autre, comme son microservice, il l'a écrit de manière le plus concis possible, mais le plus incompréhensible aussi, il y a une barrière à l'entrée de ouf et donc quand la personne elle est pas là, toi tu es en astreinte, tu galères. Et le fait de faire du code, maintenable, plus accessible, il permet à plus de gens de contribuer et plus de gens de t'aider aussi, tu vois? Et donc tout d'un coup, ton équipe technique, elle est vachement plus résiliente qu'avant parce que, bah, voilà, que tu as 2 personnes en congé, qui sont celles qui maîtrisent le microservice. Toi, tu arrives, bah, en 10 minutes, grosso modo, tu arrives à comprendre les tenants, les aboutissants et je suis convaincu que on peut documenter, on peut faire tout ce qu'on veut autour de ça. La clé du truc, c'est quand même le code clair, quoi. Parce que la documentation, bon, pour moi, ça a ses limites. Les gens la maintiennent pas à jour. C'est pareil, tu peux faire de la doc pas claire et Ouais, cetera. Alors que le code, à un moment, c'est, voilà, c'est la vérité, quoi. ouais, c'est la source de vérité. C'est ça. Mmh. Voilà, donc je pense que c'est un peu ça, vraiment que je tire et que je résume, comment je résumerais tout ça. Tu as des ressources, ou des livres à recommander à justement, des devs qui voudraient, pouvoir avoir ce déclic sur, les bonnes pratiques? Bah, moi, le premier que je lis, c'est vraiment Clean Code, Mmh. tu vois? Qui est, La base de la la base. base de la base, hyper abordable, mais tu vois, tu as les principes dont je parle, qui sont hyper universels, tu vois? Et qui sont des évidences au bout d'un moment pour toi, ils sont là-dedans. Donc je pense qu'avoir un aperçu de ça, c'est très chouette. Tu as plusieurs livres sur le TDD qui sont intéressants. Donc tu as le Kent Beck qui est le plus connu. Moi, c'est pas forcément celui que je préfère. Celui que je préfère, c'est celui de Sandy Metz qui s'appelle, 99 Bottles of OOP, qui OK. est sur le TDD, en fait, enfin, pas que, tu vois? Mais en grande partie et je le trouve plus appliqué. Et en plus, il est donc tu vois, je sais plus, il doit être en C++, celui de Ken Beck, alors que celui-là, tu l'as en Ruby, tu l'as en JavaScript, tu l'as en OK. Python et tout. Donc si la ça peut c'est pas grave, mais ça peut aider d'avoir Mmh. ton langage de choix. Donc il y a ça. Sur le domain driven design qui est intéressant parce qu'il donne, je pense, aux tech un cette importance du produit, de comprendre le produit, cette importance aussi qui est de d'utiliser le bon vocabulaire. C'est-à-dire que ça, c'est rigolo aussi. J'ai une expérience comme ça, tu vois, où chez Yousso, on avait construit nos propres termes et le business, les sales, ils adoptaient nos propres termes pour nous parler. C'est-à-dire que c'était fou. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, les termes techniques qu'on avait mis dans notre code, qui ne reflétaient pas du coup un accord avec le business. Donc par exemple, on disait, tu vois, exemple très concret, on disait,
Donc nous, on avait des courses. Donc une course, c'était un trajet en voiture, ride en anglais si tu veux. Et nous, on appelait ça dans notre code une request. Parce que en fait, Ok. si tu veux, c'était la structure de l'époque qui n'était pas forcément idéale, mais ça commençait par être un devis. D'ailleurs, quote, c'est pas le bon mot, tu vois. Mais une request, c'était une demande, et après, ça se transformait en course, et il y avait une machine à état dessus qui la faisait passer de juste une demande jusqu'à une course terminée, tu vois. Ok. Et donc, ça s'appelait une request chez nous. Et donc, quand on parlait d'un trajet, on parlait les sales nous parlaient de request, tu vois. Et en fait, t'es là, du coup, tu comprends de quoi ils te parlent, mais ils te parlent d'un terme technique, ils te parlent de ton langage à toi pour essayer de s'adapter à toi. Et en fait, on n'est pas sûr qu'on parle de la même chose. Et à un moment, on s'est retrouvé en plus à avoir 2 typologies d'entreprises chez nous, 2 typologies de transporteurs. On avait ceux qui faisaient de la livraison et ceux qui faisaient du transport de personnes. Donc, on avait les passenger request et les delivery request. Et donc, ça crée une espèce de quiproquo permanent, tu vois, qui était, je ne vais pas dire qu'il est catastrophique, mais en tout cas, ça crée plein de frictions, tu vois. Et donc, c'est un sujet qui est pas spécifique à Yousso, tu vois. Je l'ai revu chez Akazi, de temps en temps. Pareil, quand je suis arrivé ici, en fait, il y avait des notions qui étaient sorties du code, en fait, Ouais. parce qu'elles n'avaient pas les bons noms dans le code, que nous, on les utilise pour se parler entre nous, qu'à la fin, quand on parle au métier qui nous dit il y a un bug, on lui dit ah oui, c'est parce que le machin, puis il finit par adopter. Et ça, du coup, c'est vraiment un truc hyper vicieux, et que le DDD te dit bah non, ça, faut que tu le contrôles. Ouais, c'est un anti-pattern en C'est DVD. exactement un anti-pattern, ouais. Et donc, je trouve qu'il est hyper intéressant parce que du coup, il te force à te focus un peu business et à réfléchir. En fait, je vais pas inventer des termes chez moi, je vais d'abord comprendre ce que fait le métier, c'est quoi ces termes à lui, et je vais les mettre dans mon code à moi. Comme ça, mon code, il parle la langue du métier. Quand le métier me parle, il n'a pas besoin d'essayer de me comprendre pour me parler, c'est à moi de le comprendre. Tu vois, le métier du dev et du product, c'est de comprendre les autres. C'est pas que les autres comprennent ce que toi, tu as fait toi pour te dire ce que tu dois faire, tu vois. Donc, DDD, il y en a plein. Il y en a qui sont très lourds. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle DDD Distilled, qui, je pense, est un peu le meilleur là-dessus. Donc voilà, pas mal de ressources techniques. Et un autre qui est mon petit à part, qui, je trouve, est très intéressant si tu veux avoir une autre perspective un peu sur le code et repenser notamment tout ce qui est programmation orientée objet. C'est Elegant Objects de Yegor Bukayenko, qui est un russe ou un ukrainien, je sais plus, en tout cas quelqu'un. Et qui est c'est marrant parce que moi j'aime bien, c'est quelqu'un avec des, tu sais, sa façon de décrire les trucs est très tranchée, très colorée en fait, hein, tu vois, il est pas du tout consensuel, mais c'est intéressant parce que ce qu'il va te dire, tu vas pas forcément l'adopter, tu vois, c'est comme quelqu'un qui te dit il faut toujours faire du TDD, voilà, c'est une connerie en fait, il faut pas toujours faire du TDD, il y a des fois tu y arrives, des fois tu n'y arrives pas, ça s'applique, ça s'applique pas, c'est contextuel. Mais là-dedans, il va te dire faut jamais faire ça, faut toujours faire ça, ça c'est un anti-pattern, c'est n'importe quoi. Ça c'est, on a dénaturé le langage orienté objet en faisant ça, voilà. Et donc il y a plein de choses qui sont vraies, que tu vas retrouver dans ton code et tu vas dire attends, j'ai peut-être pas de solution, mais il a raison. Et je vais essayer de réfléchir à ce qui serait le bon pattern. Et donc ça va te remettre en perspective un petit peu ta façon de coder. Et tu vas te poser des nouvelles questions qui, je pense, c'est toujours compliqué parce que tu vas pas forcément trouver la solution tout de suite. Mais le simple fait de se poser la question va te faire progresser. Tu vois, un exemple concret, il dit par exemple, il devrait pas y avoir de classe je crois qu'il dit les service objects. Tu vois ce que c'est les service objects? C'est quand tu fais enfin, en gros, il dit les service objects, donc ces objets qui dit qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple? Un objet qui fait en fait c'est un objet qui fait une procédure en fait, un service object. Tu vois, c'est pas un vrai objet au sens du, tu vois, aujourd'hui un objet, nous c'est dog, cat, ça va être un object, quoi, tu vois, c'est un objet. Et du coup il a des méthodes, etc. Mais du coup quand tu prends un truc qui est un service object qui va manipuler un dog pour lui faire des trucs, là en fait il dit t'es dans un anti-pattern de la programmation orientée objet et tu devrais pas faire ça. Sauf qu'en fait on fait tout ça. Tu vois, on en fait plein. Et effectivement, d'un point de vue, il y a des cas potentiellement où ça s'applique, ou en tout cas c'est pragmatique. Mais le fait de se dire, c'est pas bon dans le pattern orienté objet, te fait réfléchir et des fois trouver des meilleures modélisations de ton code. Donc lui, et surtout, il est hyper marrant à lire, donc je le conseille fortement. Tu vois, il y a 2 tomes, c'est des petits bouquins. Ok. Voilà. Donc, comme d'habitude, pour les auditeurs, les références à retrouver directement dans la description du podcast. Merci encore à mon invité pour cette discussion. J'espère que vous en avez appris au moins autant que moi. Je suis d'ailleurs sûr que certains passages de cette discussion vous ont fait songer à d'autres sujets ou même à d'autres personnes. Alors, partagez-leur cet épisode avec un petit message du genre « Hey, j'ai écouté ce podcast et ça m'a fait penser à toi »
au-delà d'être une de mes petites techniques de réseautage que je vous partage là, comme ça c'est cadeau, c'est aussi une bonne manière de montrer aux gens que vous pensez toujours à eux. Aussi, partagez publiquement cet épisode sur un channel de veille de votre Discord ou du Slack de votre boîte par exemple, parce que c'est en faisant passer ces bonnes idées qu'on améliorera notre développeur experience à tous. C'était Donatien, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté. Ciao.